Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale, le Grand Canyon, et de toutes sortes d'incidents qui s'y sont produits, des disparitions mystérieuses aux grottes étranges et secrètes, et aux tragédies des barrières liées aux chutes et aux personnes essayant d'avoir le selfie parfait. Toutes ces histoires sont assez incroyables à travers le Grand Canyon. Le Grand Canyon est le 11e plus grand parc national des États-Unis. Un autre fait intéressant, il y a un crotale appelé le crotale rose qui ne vit que dans la région. Au cours des 150 dernières années, plus de 1000 personnes ont disparu sans laisser de traces dans les parcs nationaux américains. Ces disparitions sont souvent des accidents ou quelquefois des kidnappings ou des attaques d'animaux, parfois des meurtres, mais de véritables mystères largement documentés par des gardes forestiers, des shérifs, des membres de l'armée et des services d'urgence. Certaines victimes ont été retrouvées mortes à plusieurs kilomètres de l'endroit où elles ont été aperçues pour la dernière fois. D'autres étaient vivantes, mais incapables de décrire ce qu'elles ont vécu. Beaucoup se sont simplement volatilisés. La plupart de ces drames ont eu lieu dans les 59 parcs nationaux. Je vais vous présenter les cas les plus célèbres. Le 16 juillet 1946, Raymond Hoy, 9 ans, disparaît dans un parc de Pittsburgh, Pennsylvanie, alors qu'il pêchait au bord d'un lac avec sa famille. Plus de 150 personnes vont explorer les environs. Le corps sera finalement retrouvé 41 jours plus tard, à 32 km au sud-est du parc. Selon un médecin, le garçon était déjà mort depuis un mois, de cause indéterminée. Il aurait réussi à parcourir 32 km en 10 jours, dans une zone où la moitié de la ville était à sa recherche. Le 14 juin 1969, Denis Martin, 6 ans, se trouve avec sa famille et des amis dans le parc national des Green Smoky Mountains, qui traverse le Tennessee et la Caroline du Nord. Le petit garçon échappe à la vigilance de ses proches lors d'un jeu dans les buissons. Il va disparaître en seulement 3 ou 4 minutes. Toute la famille et les amis se mettent aussitôt à sa recherche. 1 heure plus tard, la montagne est passée au crible par les rangers du parc. Ils ont confiance car Denis porte un t-shirt rouge qui devrait être facile à repérer et le temps est clair, mais bientôt un orage d'une violence inouïe éclate. Dans les jours qui suivent, des gardes forestiers, des secouristes avec des chiens, des pompiers et des policiers, des étudiants, des scouts et des chasseurs ratissent les lieux. Ils sont rejoints par un contingent de 60 membres des forces spéciales, des bérets verts, avec des hélicoptères. Un homme et son fils affirmeront avoir entendu des cris à plus de 10 km de la zone de recherche et aperçu une forme sombre, fuyant dans la montagne en portant quelque chose sur son épaule. Le FBI ignora ce témoignage. Une empreinte de petites chaussures sera retrouvée dans le Tennessee. De nouveau, personne n'enquêtera de ce côté, de manière sérieuse. Au total, plus de 1400 personnes vont chercher désespérément des signes du garçon. Jusqu'en septembre, il ne sera jamais retrouvé. Fin juillet 1981, Stacy Ann Arras, 14 ans, disparaît dans le parc national de Yosemite, alors qu'elle faisait du cheval avec son père et 6 autres personnes. Elle s'est éloignée du groupe quelques minutes alors qu'elle cherchait à photographier un lac. Après une recherche intensive de 2 semaines, seul le couvercle de la lentille de son appareil a été retrouvé dans les buissons. Les autorités ont confirmé que ce n'était pas une affaire criminelle,
et qu'il n'y avait aucun suspect. Elle n'a jamais été retrouvée, ni son cheval. En octobre 1999, Jarid Adatero, 3 ans, disparaît dans le nord du Colorado, alors qu'il se trouvait avec un groupe de randonneurs. Le petit garçon a été aperçu pour la dernière fois sur un sentier longeant une rivière. Il aurait demandé à 2 pêcheurs si des ours se trouvaient dans les parages. La zone est passée au crible, avec des centaines de civils et d'officiers, mais aucune trace de Jarid. Durant les recherches, un hélicoptère de l'US Force se crache dans la montagne, faisant 5 blessés. 4 ans plus tard, une dent ainsi que les vêtements de Jarid seront découverts par hasard au sommet d'un pic rocheux, où les enquêteurs eux-mêmes auront du mal à grimper. Les baskets étaient comme neuves, sans aucune trace d'usure. Aucune trace de blessures ou d'animaux seront relevées sur le corps. Et les chiens des secouristes ne révéleront aucune odeur particulière. Le reste du corps du petit Jarid ne sera jamais retrouvé, malgré des recherches intensives. Des années plus tard, un enquêteur a retrouvé sur les lieux du drame un Rubik cube qui n'appartenait pas à la victime. Durant l'été 2006, une battue est organisée pour retrouver Jeff Christensen, un garde forestier de 31 ans, disparu dans le parc national de Rocky Mountain. En plein milieu des recherches, qui durent 7 jours, ses collègues entendent des coups de feu dans le parc et des clics de radio inhabituels. Christensen portait une radio avec lui. Son corps sera finalement retrouvé par des randonneurs au milieu de gros rochers, la tête entourée de bandages. Les secours certifient être auparavant passés à moins de 10 mètres de là, avec les chiens sans rien voir. Le samedi 22 septembre 2012, Linda Artegada, 53 ans, et son frère Eddie entrent dans les bois entourant la petite ville de Saint-Joe, dans l'Arkansas. Les deux se perdent de vue. Eddie réussit à sortir des bois et prévient les autorités. Le mercredi, 75 bénévoles à pied et à cheval commencent les recherches. Linda est finalement retrouvée, saine et sauve, mais désorientée. Selon elle, elle n'était pas seule dans les bois. J'ai vu des gens, j'ai appelé à l'aide, mais ils ne m'entendaient pas. Des gens se cachaient dans les buissons. C'étaient des personnes bizarres, vraiment très bizarres. 2 médecins ont confirmé qu'elle ne souffrait en aucun cas de troubles mentaux. En mars 2014, le docteur James McGrogan disparaît tout près d'une station de sport d'hiver dans le Colorado. Il était en bonne condition physique, portait un GPS, un portable, de la nourriture, de l'eau et des fournitures médicales. Il suivait un groupe d'amis avant de disparaître du sentier. Les secouristes ont abandonné les recherches le 18 mars à cause de conditions météorologiques éprouvantes. 3 semaines plus tard, le corps du médecin sera retrouvé à 6 km de là, dans une zone pourtant fouillée plusieurs fois. Il était étalé face contre terre, en chaussettes dans la neige. Ses bottes ne seront jamais retrouvées. Son téléphone avait encore de la batterie, mais n'a jamais servi pour émettre un appel de secours. Le 13 juillet 1957, David Allen Scott, 2 ans, disparaît dans la région des Twin Lakes, Sierra Nevada. Son père l'a seulement quitté des yeux quelques minutes. La zone était dégagée, la visibilité bonne, mais les chercheurs n'ont trouvé le petit garçon que 3 jours plus tard, de l'autre côté d'une montagne très escarpée. Il était impossible pour lui de l'avoir escaladé. Le mystère reste entier. En 1971, Douglas Legge, 8 ans, et des membres de sa famille se rendent dans le parc Adirondack, État de New York, pour une randonnée. Le garçon a été vu pour la dernière fois enfiler un pantalon pour se protéger des plantes piquantes.
Contrairement à beaucoup d'enfants qui ont disparu dans les parcs nationaux, Douglas était familier avec la nature. Sa famille possédait la cabane où il séjournait. Sa disparition a déclenché l'une des plus grandes missions de recherche et de secours. Avec plus de 600 personnes et de membres de l'US Air Force, les chiens ont fini par flairer son odeur. Mais la piste a mené les enquêteurs sur plus de 20 km à travers un terrain très accidenté. La piste s'arrêtait au bord d'un lac avant de reprendre et de se perdre dans les montagnes. Comment le petit Douglas a-t-il pu distancer les secouristes sur une aussi grande distance sans s'arrêter? Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été retrouvé. Revenons sur le parc de Grand Canyon, car malheureusement, il y a eu aussi beaucoup de disparitions. Peter Francis Schaab, 66 ans, a disparu le 28 juin 2019. Il a disparu en rafting. Son corps a été retrouvé sous une roche, à quelques kilomètres. William Billman, 21 juin 2016, parti faire une randonnée vers le lac Brazo. Il n'est jamais revenu. Floyd E. Roberts III, 17 juin 2016. Floyd s'est séparé de ses compagnons dans des conditions de chaleur extrêmes, alors qu'il commençait une randonnée de plusieurs jours, à l'ouest du Grand Canyon, sur le plateau de Chiwitz. La randonnée devait durer 5 jours. Il n'est jamais revenu. Il est toujours porté disparu. Morgan Emmer, 2 juin 2015. Il a été vu pour la dernière fois le mardi 2 juin, autour du miles 213 de la rivière Colorado, près de Pumping Spring. Sarah Biddle, 38 ans, disparue le 1er août 2017. Sarah était considérée comme une grande randonneuse expérimentée. Son corps a été découvert sur le pont Noir. Une autopsie n'a pas pu déterminer la cause du décès. Marty E. O'Connor, 22 décembre 2019, parti faire une randonnée. Des témoins auraient entendu un cri effrayant d'une personne qui criait à l'aide, mais aucune trace. Il est toujours porté disparu. Melissa Mal, 18 juillet 1998, partie faire une randonnée avec 4 amis, n'est jamais revenue. Ses amis diront
qu'elle a disparu à 2 mètres d'eux, alors qu'elle était devant en train de marcher. Charles Lyon, 49 ans, 10 juin 2021, voyageait seul, a été vu pour la dernière fois au Best Western Hotel de Tuusaya. John Pennington, 40 ans, 23 février 2021, a été vu la dernière fois sur la rive sud du Grand Canyon, près de Yaqui Point. Il a abandonné son véhicule et il voyageait seul. Justine Kramer, 31 juillet 2015, a été vue la dernière fois au Grand Canyon. Aucune autre information. Les autorités enquêtent sur une disparition suspecte. Lou Anne Merrill et Jackson Stedenfer, 15 avril 2017. Partis faire une randonnée en famille, Jackson a été retrouvé dans le fleuve Colorado. Sa belle-mère toujours introuvable. En 1908, Theodore Roosevelt a déclaré que le Grand Canyon était un monument national. Il attire environ 6 millions de personnes du monde entier. En 1855, un archéologue s'est frayé un chemin à travers le passage étroit avec sa petite lanterne. Il a juste été surpris par ce qu'il a vu. Il a creusé un passage étroit et alors qu'il s'avançait dans la grotte, c'était comme un rêve archéologique devenu réalité. Il a vu toutes ces statues d'or, d'objets de valeur incroyable, toutes ces écritures étranges sur les murs, qui, selon lui, ressemblaient à des hiéroglyphes. Pour lui, ce qu'il aurait trouvé, ce serait une ancienne tombe égyptienne. Il a dit qu'il y avait une mélodie dorée qui ressemblait à une momie et qu'il y avait divers corps momifiés. Il est descendu à environ 1400 pieds sous la surface. Il y avait un long passage de noms dans lequel il a fouillé et a trouvé une autre chambre. Il a estimé que des milliers de personnes auraient pu vivre ici. Il n'avait aucune idée de la façon dont tous ces artefacts sont venus à être au même endroit. Il a dit qu'il devait estimer qu'il y aurait eu des centaines et des centaines de pièces et de passages qui étaient juste recouverts de ces peintures murales. Il a repris le chemin inverse. Il voulait absolument raconter son histoire. Il est descendu jusqu'à son petit bateau et a couru vers la ville pour raconter son incroyable histoire à la Gazette. Voici où cela devient bizarre, après qu'il soit retourné et a rapporté son histoire. Quelques jours plus tard, le Smithsonian a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Il n'y avait aucune documentation de son existence.
John Wesley Powell a été le premier explorateur du Grand Canyon. Il a remarqué de nombreuses grottes dans le Grand Canyon en descendant la rivière. Lui et ses hommes ne peuvent certainement pas couvrir les vestiges découverts des civilisations précédentes, y compris des chemins bien usés et diverses ruines avec des écrits différents sur eux. Et il est également remarquable que les Indiens Hopi qui vivaient dans les alentours de cette région disent que leurs ancêtres vivaient autrefois dans un monde souterrain. Donc qui était ce fameux archéologue qui a découvert toutes ces grottes? À ce jour, cela reste encore un mystère. Nous allons rentrer dans l'histoire des selfies. Ce n'est pas nouveau de se prendre en photo. Cela remonte à plus de 100 ans. J'ai pu trouver cette ancienne photo. C'est une femme indienne Hopi et c'était vers 1901. Je vais juste passer en revue quelques photos à des endroits qui sont extrêmement dangereux. Je reviens sur cette photo, même rester assis sur le bord comme ça, cela paraît très dangereux, car souvent, lorsque vous vous levez, vos capteurs corporels sont détraqués. Vous avez en fin de compte le vertige ou vous avez la tête qui tourne. Donc, il est très facile de chuter. En 1900, deux frères ont voulu prendre quelques photos. Ils étaient déterminés à avoir toutes ces images. Ils ont fait des cascades vraiment folles et ont obtenu de superbes photos. Malheureusement, même s'ils ont eu de la chance avec beaucoup de leurs photos chaque année, depuis lors, les gens meurent en essayant d'obtenir la photo parfaite. Le parc a fini par installer ses garde-corps au fil des ans, mais cela n'empêche pas les gens de grimper par-dessus les garde-corps. Beaucoup de personnes meurent à cause de ces photos. Une petite erreur et c'est la fin de votre vie. Tellement d'inconscience juste pour prendre le selfie parfait. Faire des choses folles qui mettent leur vie en danger. Et je pense vraiment qu'aucune photo ne vaut jamais la peine de risquer votre vie. En 1992, Greg Gingrich visitait le parc avec sa famille et il faisait la rive sud. Et Greg, qui est connu pour être un farceur, il a décidé de faire une farce à sa fille. Il allait descendre le bord et faire semblant de glisser, et de tomber, puis de sauter, et de la surprendre. Et donc il l'a fait. C'est pas une idée à la con, ça? Excusez-moi du mot, mais sincèrement. Sa fille, pensant bien sûr à une farce, elle a fait le tour pour voir où était son père. Mais malheureusement, elle n'a rien vu. Donc elle est revenue sur ses pas, pensait que son père était revenu. Mais malheureusement, rien. Cette leçon de vie lui a coûté la vie devant les yeux de sa fille. « 18 personnes sont mortes dans la même année dans ce parc. »
Nous allons à présent parler des mystères du parc national de Yosemite. Il se trouve en Californie, dans le nord de la Sierra. Ce parc a une particularité, une roche qui est le double en comparaison à l'Empire State Building et qui ressemble à cette vallée. C'est la partie du parc que tout le monde aime. Beaucoup de mythes et de rumeurs sur différentes choses. Le premier cas est celui de Sandra Johnson Hughes. Elle a disparu le 26 juin 2020. Elle a décidé de partir en camping. Elle était formée à être park rangers. Elle était très expérimentée. La dernière fois qu'elle a contacté ses proches, c'était le 26 juin. Le 4 juillet, elle était officiellement portée disparue. Les enquêteurs ont trouvé son camping qui était retourné. Beaucoup d'affaires jetées par terre. Elle est toujours portée disparue à ce jour. Yosemite a un taux de décès élevé, 12 par an. La plupart des incidents se produisent du mois de mai à septembre. L'un des plus catastrophiques était le 10 juillet 1996, lorsqu'une énorme quantité de roches est tombée sur le flanc de la falaise et a causé un décès. Beaucoup d'accidents se produisent dans les rivières et cascades. Beaucoup de randonneurs voient y passer des personnes dans ces rivières sans pouvoir rien faire, car les rivières ont un courant assez important. Mon propos ici, suite à cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment certaines disparitions, accidents se produisent. Le Half Dome, c'est un demi-dôme qui se trouve à Yosemite. Et tout le monde, pour une raison quelconque, est obsédé par le sommet. Yosemite a essayé de le rendre plus sûr, en mettant en œuvre un système d'accroche. Mais souvent les gens essaient de se faufiler et de doubler, ce qui est extrêmement dangereux. Quand vous regardez ce dôme, c'est littéralement une inclinaison verticale. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent y arriver, mais ils ne se rendent pas compte à quoi ils vont être confrontés. Et quelquefois, c'est l'accident. Ce parc est magnifique. Il y a énormément de sentiers de randonnée. Ce parc a été créé en 1890 et attire environ 4 millions de visiteurs par an. Il y a beaucoup de légendes dans ce parc, comme le Bigfoot, observation d'ovnis, créature particulière, plus connue sous le nom de Neck Whaler, alors si je le prononce bien. Le premier cas dont je vais vous parler est le hurlement du lac Grouse. Le premier rapport qui documente ce phénomène est venu de Galen Clark, qui était à Yosemite. Il était garde forestier en 1867. Clark a entendu des cris. Il pensait au départ à un chien. Il demanda à la tribu amérindienne. Ils lui ont répondu que ce n'était pas un chien. Il leur expliqua qu'un enfant autochtone s'est noyé dans le lac il y a de nombreuses années. Et maintenant, il hante ces lieux en appelant à l'aide. Si quelqu'un va dans l'eau, il attrape ses pieds et le tire au fond du lac.
beaucoup de randonneurs rapporteront ce phénomène de cri. En 1998, un ranger de la division Black Country patrouille à pied. Il tomba sur une tête de cerf coupée, placée méticuleusement sur le sentier. Il continua son chemin pendant 30 minutes, puis il tomba de nouveau sur des têtes de cerf, placées l'une à côté de l'autre, puis une autre. En tout, 30 têtes de cerf placées méticuleusement sur le sentier. Il était à 30 minutes de son véhicule de patrouille. Il s'est dépêché de rentrer. Il a prévenu le département et le mystère reste encore entier à ce jour. Tenaya Canyon. Il y a tellement de disparitions et de morts mystérieuses liées à Tenaya. Il est surnommé le triangle des Bermudes de Yosemite. Selon un chef de légende locale, maudissant le canyon en 1851, après une bataille, il perdit son fils dans cette bataille. Depuis, il y a eu une quantité de disparitions et de morts inexpliquées. Par exemple, en 1996, 2 randonneurs sont morts dans le canyon. Les médecins légistes n'ont pas su de quoi ils étaient morts. Ils n'avaient aucune trace ni blessure. On va parler des Nightcrawlers. Alors comme je vous ai dit, je ne sais pas si je le prononce bien, ils ont été photographiés pour la première fois en 2005 à Fresno, puis à nouveau par une caméra de surveillance en 2011. Plusieurs experts ont regardé cette vidéo. Pour les Amérindiens de la région, ils disent que quelles que soient ces créatures, elles existent depuis longtemps et qu'elles sont simplement là pour aider l'homme à se reconnecter avec la nature et la terre. Ce seraient des entités inoffensives. Pour donner un minimum mon avis, je vais rester sur ce qu'ont dit les Amérindiens. Je trouve que cette croyance est assez belle et ensuite de ça, effectivement, peut-être que l'être humain a vraiment besoin de se reconnecter avec la nature et la terre. Chaque année, des centaines de personnes sont portées disparues dans les parcs nationaux et les forêts. Et la plupart sont finalement retrouvées, qu'elles soient décédées ou vivantes.
mais un faible pourcentage des cas ne sont jamais retrouvés. Le parc Yosemite abrite plus de 400 espèces d'animaux sauvages, notamment le coyote, l'ours noir et la panthère. Comme je vous le disais plus haut dans la vidéo, certaines choses mystérieuses et inexplicables se produisent dans ce parc. Un nombre inquiétant de disparitions non résolues dans la région, dont certaines ne sont pas résolues depuis des décennies. Pourrait-il y avoir une part de vérité dans ces légendes? Un des éléments étranges, un ancien park rangers, John W. Bigaman, a écrit à propos de plusieurs événements étranges. Il se souvient, en 1961, lors d'un violent orage qui s'est produit soudainement au-dessus du glacier Pointe, alors que 30 cavaliers se dirigeaient vers ce point. La foudre a frappé, le feu a parcouru le sentier, tuant 9 chevaux et des cavaliers. Il est important de noter que les chances que la foudre frappe autant de personnes à la fois sont exceptionnellement rares. En 1985, vers 18h30, 5 grimpeurs s'étaient frayé un chemin jusqu'au Half Dome, surplombant la vallée de Yosemite. La foudre a frappé le groupe, tuant 2 d'entre eux et blessant grièvement les 3 autres. Les éclairs faisaient dégringoler les grimpeurs à plus de 4000 mètres. Brian Gordon, 16 ans, est décédé de blessures mortelles, bien que l'identité de la deuxième personne décédée ait été cachée jusqu'à ce que les proches soient informés de l'incident. Tom Rice, 28 ans, Bruce, 24 ans, ont été hospitalisés à l'UC Davis Medical Center. Ils étaient dans un état critique. Adrien J. Esteban, 22 ans, a été soigné au centre médical, sans gravité. Il a pu ressortir le jour même. Cet événement a conduit le National Park Service à publier des directives de sécurité sur la façon d'éviter les orages et la foudre. Observation d'OVNI le 19 septembre 2002. Pendant des heures, une lumière brillante en forme de boule parcourait le ciel. Cela a été pris en photo par un park rangers. Les boules de lumière étaient entourées d'un autre halo de lumière, beaucoup plus grand, traîné par des kilomètres de fumée en zigzag. Cela a disparu au bout de 30 minutes. De nombreux cas, comme celui-ci, ont été signalés à Yosemite. Pourtant, il semble que peu ou pas de véritables enquêtes ont été menées. Nous allons finir cette vidéo avec encore malheureusement quelques cas de disparition. Joël Thomasin, 6 septembre 2021, parti faire de la randonnée et pêcher dans la région du lac Eleanor. Richard Jude, 25 juillet 2021, parti faire une randonnée d'une journée depuis son camp près du lac Lower, Merced Pass, jusqu'au col Red Peak. Il est parti avec un sac à dos bleu marine et des bâtons de randonnée blancs. Il était expérimenté, avait l'habitude de faire des grandes randonnées. Peter Jackson, parti faire une randonnée d'une journée depuis son terrain de camping au White Wolf, Campground, et n'est jamais revenu. Impossible de savoir exactement la date de son départ ni sa direction. Et il a envoyé un texto à son fils le 17 mai 2016 pour lui dire
qu'il se rendait à Yosemite. George Panka, disparu le 17 juin 2011, parti faire de la randonnée avec un groupe. Lorsqu'il s'est séparé et il est parti seul. Il a été vu pour la dernière fois vers 14h40, le 17 juin 2011, au sommet des chutes Upper Yosemite. Michael Fissery, disparu le 21 juin 2005, parti faire de la randonnée dans la région de Teal Hills Valley du parc national de Yosemite, au nord-est du réservoir Hetchkie. Walter H. Reinhardt, 30 septembre 2002. Son véhicule a été retrouvé au début du sentier White Wolf le 30 septembre. Il est probable qu'il ait commencé une randonnée à partir du début du sentier le 19 septembre. Rutan Rupert, disparu le 14 août 2000, vu pour la dernière fois dans la région de Curry Village ou à la clinique médicale de Yosemite, vers midi, le lundi 14 août 2000. Elle devait faire une randonnée dans le parc, mais a dû reporter sa randonnée suite à une infection. Son sac à dos a été retrouvé en 2008, dans le drainage de Fir Place Creek. Kieran Burke, disparu le 5 avril 2000, a été vu pour la dernière fois dans la région de Curry Village de Yosemite, vers 10 heures. Il se préparait pour une randonnée. David Paul Morrison, disparu le 25 mai 1998. Il a été vu pour la dernière fois dans la vallée de Yosemite, à 5h30 du matin, en train de marcher jusqu'au Half Dome. Bert Maal a été vu la dernière fois marchant avec son groupe, le 22 mai 2008. C'était la dernière sur le sentier. Quand le groupe a fait une halte pour se reposer, elle n'était plus là. Une personne témoignera qu'elle était juste derrière lui et qu'elle a disparu en quelques secondes. Elle n'a jamais été retrouvée. Timothy Tim Barnes, disparu le 5 juillet 1988. Il partait faire une randonnée sur le sentier Murphy Creek, au lac Tenaya, à 9 h, le 5 juillet. Cela devait durer une journée.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais quand même à faire cette vidéo. Déjà, ça change un petit peu. Là, je parle pas d'une disparition, mais de plusieurs et des faits un petit peu étranges. Donc après, ça me plaît ou ça ne plaît pas. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais je tenais quand même à vous la proposer, sachant qu'il y a quand même des choses qui sont très étranges dans ces parcs nationaux américains. Donc j'ai parlé que simplement du Grand Canyon et de Yosemite, mais il existe encore pas mal de parcs. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo un peu similaire sur d'autres parcs américains. Voilà, donc si cela ne vous plaît pas, vous n'avez pas besoin de vous défouler dans les commentaires. Je vous ai déjà dit de toute façon que je supprimais tous les commentaires méchants. Et je tenais surtout, parce que c'est quand même le plus important, de remercier tous mes nouveaux abonnés et de remercier aussi les anciens d'être toujours là. Ça me fait vraiment très plaisir. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse la fin du parc. Je trouve que c'est très intéressant, sachant qu'il y a des paysages magnifiques et ça vous fait un petit peu voyager. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.
légendes, folklore et contes fantastiques nous intriguent toujours, quelle que soit la situation géographique. Chaque pays a sa propre collection de créatures mythiques, de figures humaines légendaires et de monstres. Dans le folklore et la mythologie finlandaise, il existe de nombreuses créatures mythiques et de créatures de croyances différentes. Les plus puissants d'entre eux étaient les dieux et les êtres divins. En plus de ceci, il y avait des êtres spirituels beaucoup plus petits et plus insignifiants que les plus grands dieux. Il y avait aussi des êtres corporels dont beaucoup étaient des humanoïdes, ainsi que divers monstres. Il est souvent difficile de distinguer un dieu d'une créature mythique. De nombreuses créatures avaient les caractéristiques à la fois d'un dieu et d'une créature mythique. Par exemple, Tapio, roi de la forêt, était adoré dans l'espoir du gibier. Comme un dieu, mais on racontait aussi des histoires à son sujet, comme des créatures mythiques. Souvent, avec la montée du christianisme, les anciennes divinités sont devenues des êtres inférieurs, et certaines ont été qualifiées d'êtres pervers. Certains êtres étaient des possesseurs humains qui vivaient près des gens et protégeaient les biens ou la santé des gens ou leur portaient chance. Ceux-ci étaient bons pour leurs propriétaires s'ils étaient seulement bien traités. Par exemple, ils se souvenaient qu'il fallait faire certains sacrifices. Cependant, ils étaient souvent hostiles à d'autres personnes ou aux communautés ou aux détenteurs d'autres créatures. Les Ides sont des créatures d'un autre monde qui vivent partout dans la nature, dans les lacs, les grottes rocheuses, les montagnes, au fond de la forêt. Ils apparaissent dans les sorts dans plusieurs rôles. En tant que seigneurs de la nature, assistants de sorciers, malfaiteurs, pestes, créateurs d'animaux ou dirigeants. Dans la liste des dieux finlandais de Mikael Agricola, 1551, Isi était mentionné comme le dieu forestier des Caréliens, qui contrôlait le jeu de la forêt, tandis que le dieu forestier du peuple Amalala était Tapio. Dans les sorts, les forêts sont encore appelées les terres des Ides. Par exemple, dans un sort de chasse aux cerfs, les terres de Ides sont skiées. À l'origine, Isi signifiait un lieu de sacrifice et de culte, comme un bosquet sacré. Les Idés peuvent voyager au sein des cortèges religieux et s'attaquer aux gens qui ne cèdent pas à leur volonté. Si par malheur la porte d'un foyer reste ouverte, un Isi peut s'y faufiler et y voler quelques biens. Toute personne poursuivie par un Isi peut trouver refuge dans une zone cultivée. Ainsi, dans le folklore finnois, ce sont les zones cultivées qui sont bénites. Par opposition à la tradition païenne, où les lieux sacrés sont plutôt faits de grandes structures naturelles, aux caractéristiques impressionnantes et à la réputation interdite, le Isi malin ne peut que rarement pénétrer dans les zones cultivées par l'homme et bénies de lui-même. En Finlande, l'Ajatar, également écrit Ayatar, Ajataro ou Ajatara, est un esprit connu sous le nom de diable des bois. C'est un esprit féminin, diabolique qui se manifeste sous la forme d'un serpent ou d'un dragon. On dit qu'Ajatar est la mère du diable. Elle propage les maladies et la peste. Quiconque la regarde tombe malade, et elle allaite les serpents. Ajatar est montrée sous les traits d'une créature barbare et imprudente. En effet, elle insiste le personnage à assassiner la famille de son maître. Ajatar y est présentée comme méchante et comme une vicieuse femme qui jouit du malheur des autres. Une nouvelle île est apparue de nulle part sur un lac gelé dans le nord de la Finlande, laissant les gardes frontières et les Finlandais également déconcertés.
Le garde-frontière de Laponie, en Finlande, a twisté une photo d'un phénomène étrange. L'image montre une immense masse continentale qui se profile au milieu du lac Inari, gelé. Une nouvelle île a émergé au large de Papinsaari, a écrit les gardes-frontières de Laponie sur leur compte Twitter. La patrouille d'Ivalo a immortalisé ce phénomène avec leur caméra dans un gel clair de moins 25 degrés. Le pays nordique de la Finlande n'est pas exactement connu pour ses tremblements de terre ou ses activités volcaniques qui pourraient expliquer le changement soudain de paysage ou l'apparition de nouvelles formations rocheuses. Alors que le phénomène dit de l'île fantôme a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux finlandais, les utilisateurs ont proposé toutes sortes d'explications. Nombreux sont ceux qui ont assuré que l'étrange phénomène était une nouvelle preuve d'univers parallèle, en plus que ce n'est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit. En octobre 2015, plusieurs villes flottantes sont apparues en Chine. À peu près au même moment, de l'autre côté de la planète, une ville a été vue flottant au-dessus de Hastings, en Angleterre. Cependant, les sceptiques ont sombrement souligné que la Finlande n'est pas une île et que le phénomène est un simple mirage. Selon les scientifiques, l'image de l'île a été causée par la lumière passant à travers les couches atmosphériques, réfléchissant et réfractant des paysages éloignés de différentes manières, souvent déroutant pour l'œil humain et l'objectif de la caméra. Si l'air est à la même température, qu'il soit chaud ou froid, la lumière se propage en ligne droite. Cependant, s'il y a un gradient de température stable, la lumière suivra un chemin incurvé dans l'air plus frais. Par conséquent, les mirages seraient le résultat direct des particules légères. Et alors que les mirages apparaissent généralement les jours sans air et surtout ensoleillés sur une surface plane, comme un désert, qui absorbe l'énergie du soleil, les mirages hivernaux ne seraient pas si étranges non plus. Alors que l'explication habituelle de ces observations est le mirage, les théoriciens du complot pensent que leur origine serait plutôt l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, travaillant avec le Grand Collisionneur de Hadron. Les expériences du CERN visaient à trouver des particules illusoires qui pourraient montrer la preuve d'un multivers, créer de petits trous noirs ou découvrir de la matière noire. Bien qu'il soit considéré comme une percée dans le monde de la science, il était également potentiellement dangereux. Certains experts dans le domaine ont déclaré que ces expériences entraîneraient des conséquences inconnues, telles qu'une sorte d'enchevêtrement interdimensionnel ou permettre l'accès à des entités qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le CERN a peut-être atteint son objectif et maintenant nous en subirons les conséquences avec l'apparition de villes flottantes dans le ciel du monde entier ou comme en Finlande où une île fantôme est apparue. Que pensez-vous de l'île fantôme de la Finlande? Est-ce un mirage ou est-ce une nouvelle preuve d'univers parallèle? Helsinki est un endroit idéal pour les histoires de fantômes, car de nombreux immeubles du centre-ville possèdent leurs fantômes résidents. Cette affirmation de Kari Korpi, qui dirige l'agence Happy Guide Helsinki, spécialisée en visites guidées de la capitale finlandaise, ne manque pas de surprendre. Après tout, Helsinki est quand même plus connu pour son architecture contemporaine de pointe que des cimetières à l'ambiance sinistre et ses manoirs anciens lugubres aux fenêtres desquels palpite la faible lueur des bougies à la nuit tombée. La ville d'Helsinki a été construite sur des cimetières.
L'hôtel Katana Janoka, qui occupe les bâtiments d'une ancienne prison située à proximité du centre-ville d'Helsinki, passe pour abriter un hôte inquiétant, un fantôme à qui il arrive de claquer les portes. Ce fantôme local, même s'il a tendance à l'occasion à claquer les portes, est réputé pour son caractère plutôt amical, à tout autre égard. On prétend par ailleurs qu'un autre fantôme célèbre, le spectre décapité d'un colonel prénommé Alensky, hante un immeuble du quartier de Kruna Akata, dont il utiliserait l'ascenseur en pleine nuit pour faire des allers-retours tout en tenant sa tête sous le bras. On ne sait pas bien si cette apparition est à relier au spectre d'un soldat sans tête que l'on aurait vu errer sur la petite île de Valisari, initialement rattachée à la forteresse maritime de Suon-Malina, située en rade d'Helsinki, ou si la capitale finlandaise est juste un endroit où les fantômes décapités se plaisent plus particulièrement. Alors que la nuit tombe sur une fraîche soirée d'automne, les lumières chaleureuses qui se laissent découvrir à travers les hautes baies vitrées du restaurant Capelli invitent le passant à entrer dîner. Il n'aura toutefois pas forcément encore entendu parler du fantôme attitré de l'endroit, supposé hanter la cave de ce restaurant. Ce fantôme qu'est Larine Cumitus, le fantôme de la cave de ces lieux. De façon caractéristique, le point commun des esprits qui hantent Helsinki semble être qu'ils sont moins ouvertement malveillants que d'humeur simplement irritable, à quoi s'ajoute souvent une certaine tendance à jouer des tours à leur façon. C'est aussi le cas de l'hôte immatériel du restaurant Capelli. Il s'agit de l'esprit de Joseph Wolontis, qui gérait cet établissement dans les années 1880 et 1890, époque où l'endroit était le point de ralliement du compositeur Jean Sibelius et de l'artiste peintre Asenski Galen Kalela, qui venaient souvent y étancher leur soif. Wolontis avait l'habitude d'offrir tous les lundis un petit déjeuner gratuit aux hôtes de son restaurant qui avaient festoyé la soirée et la nuit précédente. C'était un homme très apprécié de la clientèle, connu à son époque comme une sorte de grand patron à la tête d'une importante chaîne de restaurants, d'où une position de quasi-monopole dans son secteur. Wolontis est aujourd'hui le revenant le plus grognon d'Helsinki, du fait que les restaurants dont il avait jadis la responsabilité ont perdu leur monopole avec le temps. Quoi qu'il en soit, le personnel du Capelli vaque à ses occupations sans sembler s'inquiéter outre mesure de la présence du fantôme, même si plusieurs employés assurent avoir été témoins de la manie très spéciale de l'esprit de la cave, consistant à déplacer des meubles dans le restaurant, toujours pendant les heures de fermeture nocturne. La Finlande cache des secrets insoupçonnés. Une étrange créature qui a la forme d'une ombre noire hante les arbres dans l'est du pays, non loin de la frontière avec la Russie. La créature intrigue à tel point que les Finlandais en ont fait une véritable légende. Ominenen est une île aride et naturelle du Paré. Même au milieu du XIXe siècle, les morts étaient enterrés sur l'île dont l'église ne s'occupait pas, meurtriers, suicidés et autres pécheurs. On dit que les âmes possédées hantent encore l'île aujourd'hui, et selon les histoires, on n'a pas le droit d'y dormir. Sur l'île, qui a été déclarée cimetière, il n'y a pas d'autre service pour les randonneurs, autre que les feux de camp. En mémoire des morts, une croix a été érigée sur le rivage de l'île. L'hôpital psychiatrique de Roika. L'établissement également connu sous le nom de sanatorium de Mimela fonctionnait à l'origine comme un sanatorium pulmonaire privé pour les gens aisés. Depuis lors, l'endroit a été utilisé comme hôpital psychiatrique et centre d'accueil. La partie ancienne du bâtiment principal est de style Art Nouveau et ressemble à un château. Il est vide depuis longtemps et vous ne pouvez pas y entrer sans autorisation. Mais l'endroit impressionne aussi de l'extérieur, surtout si l'on pense à l'histoire de fantômes qui y sont associés.
Selon elle, le bâtiment est hanté par l'esprit d'une jeune fille décédée à l'hôpital à un jeune âge. On dit que le fantôme erre dans les couloirs et les toits. L'ancienne église de Kimin Maha. Le plus célèbre des morts enterrés sous le sol de l'ancienne église, en pierre de la paroisse de campagne de Kémi, est probablement le vicaire Nikolaos Rengius, décédé en 1629. On dit qu'il a prêché à sa congrégation. « Si mes sermons ne sont pas vrais, mon corps va pourrir, mais s'ils sont vrais, mon corps reste comme preuve. » Et le corps est bien conservé. La momie de Rengius est encore visible dans l'église et on dit aussi que le vicaire y hante. Il se déplace dans l'église après l'heure de fermeture et arrive parfois même à prêcher. Le château de Mustio. Selon l'histoire, une femme rome a cherché refuge dans le château, à Carja, lors de sa construction. Cependant, elle n'a pas été autorisée à entrer. Alors, la femme bouleversée a maudit tout l'endroit. Beaucoup de choses inexplicables se sont produites dans le château. Et il a son propre fantôme, la dame grise. La dame au bonnet de dentelle se promène dans le château la nuit, avec une bougie à la main. Et ceux qui restent dans le bâtiment se sont réveillés à ses pas. Le château du Conseil d'État a été le théâtre de nombreux événements historiques. Peut-être que le plus dramatique a été vécu en 1904, lorsque Eugène Schumann, le chambellan adjoint de la commission scolaire, tire 3 balles sur le gouverneur général, dans la cage d'escalier. Puis Schumann se suicide. Des décennies après l'effusion de sang, des bruits de coups de feu ont été entendus dans l'escalier du château. De plus, les figures de Schumann et de Brobikov ont été vues dans l'escalier. Ils apparaissent autour du jour de la mort de Anna Kinmi en juin. Il y a beaucoup d'endroits à Tampere qui seraient hantés. L'un d'eux est le manoir Attapaya, depuis les étages supérieurs duquel vous pouvez entendre des pas étranges et le jeu d'un piano. Son parc serait hanté par un mystérieux cavalier et une femme en robe légère qui pleure son fiancé mort pendant la guerre de Turquie. De plus, il y a un petit homme vêtu d'un costume gris foncé qui serait un autre des frères qui vivaient dans le manoir au début du XXe siècle. Toutes ces personnes hanteraient ce manoir. La disparition de Pia Ristikanker. Pia, née le 18 décembre 1972, était une jeune fille de 15 ans de Pikio, en Finlande, qui a disparu le 7 octobre 1988. Sa disparition est l'un des cas de disparition non résolus les plus célèbres de Finlande. Le vendredi 7 octobre était une journée d'école normale pour Pia, qui étudiait l'entretien ménager dans une école professionnelle. Elle avait organisé une soirée pyjama avec un ami à Pemio, mais a dû l'annuler parce que son frère de 3 ans avait besoin d'une baby-sitter cette nuit-là. Les parents de Pia étaient divorcés et sa mère avait quitté la maison familiale quelques années plus tôt. Le soir de la disparition, le père de famille était au sauna avec son beau-père tandis que Pia passait du temps avec ses frères, âgés de 3 et 14 ans. Les adolescents se sont disputés à propos d'émissions de télévision et Pia est sortie, emportant probablement avec elle un petit sac contenant de l'argent. Elle n'a pas été revue depuis. Plusieurs indices sur l'affaire ont été rapportés et de fausses observations de Pia ont également été faites après sa disparition. L'affaire a été reprise par le Bureau national d'enquête en 2003. Selon un ami d'enfance, Pia avait été victime d'intimidation à l'école à cause de l'orientation religieuse de sa famille. La famille de Pia est témoin de Jéhovah. Ils ont continué à vivre dans la maison d'où Pia a disparu après sa disparition, malgré plusieurs descentes de police. Pia a été officiellement déclarée décédée par contumace en 2011. La date de son décès a été marquée au 1er janvier 2011. Malheureusement, Pia n'a jamais été revue, elle est toujours portée disparue.
Le meurtre de Kilinki Zahari. Holly Kilinki Zahari est née le 6 décembre 1935. Elle est décédée le 17 mai 1953. C'était une jeune fille finlandaise de 17 ans, dont le meurtre en 1953 est devenu l'un des cas les plus infâmes de l'homicide dans l'histoire de la Finlande. Son meurtre à Isolinki reste non résolu. Kilinki a été vue pour la dernière fois le 17 mai 1953. Elle se rendait chez elle à vélo, après une réunion de prière à Merekarvia, lorsque, pense-t-on, elle a été attaquée par une personne non identifiée. Les autorités ont émis l'hypothèse que le meurtrier avait peut-être un motif sexuel, mais aucune preuve n'a été produite pour étayer cette théorie. Bien que le crime ait reçu une attention médiatique notable, le meurtrier n'a jamais été identifié. Le corps de Zahari a été retrouvé le 11 octobre 1953 dans une tourbière. Son vélo a été découvert dans une zone marécageuse plus tard cette année-là. Les services funéraires ont eu lieu à l'église de Iisalonski le 25 octobre. Environ 25 000 personnes y ont participé. Initialement, le principal suspect dans l'affaire était Coco Kanervo, un curé qui est resté sous enquête pendant plusieurs années. Kanervo avait déménagé à Merekarvia 3 semaines avant le meurtre et aurait été dans la région le soir de la disparition de Zahari. Une enquête a déterminé que Kanervo avait été doyen du parti et avait passé les heures tardives de la nuit au presbytère. Avec tout, sauf 20 minutes de son temps, les autorités ont déduit que le prêtre n'aurait pas eu assez de temps pour se rendre à Iisalonski, à 60 km de Merekarvia, car il n'avait pas de permis de conduire ni d'automobile. Le deuxième suspect dans cette affaire est Hans Assmann. L'épouse de Hans, un espion présumé du KGB, est suspect dans les meurtres du lac Bodom en 1960. Il a été rapporté que son mari et son chauffeur se trouvaient près d'Iisalonski au moment du meurtre. Hans Assmann possédait également une Opel marron clair, le même type de voiture que plusieurs témoins avaient vu près de la scène du meurtre. La femme d'Assmann a également signalé que l'une des chaussettes de son mari avait disparu et que ses chaussures étaient mouillées lorsqu'il est rentré chez lui le soir du meurtre. Il y avait aussi des bosses sur la voiture. Quelques jours plus tard, les deux hommes seraient repartis, mais cette fois, ils auraient apporté une pelle avec eux. Plus tard, les enquêteurs ont déterminé que le meurtrier de Zahari devait être gaucher, ce que Assmann était. En 1997, Assmann aurait avoué son implication dans le crime à un ancien policier, Matti Paloaro, et revendiqué la responsabilité de la mort de Zahari. Assmann a affirmé que la mort avait été causée par un accident de voiture lorsque sa voiture, conduite par son chauffeur, est entrée en collision avec Zahari. Pour dissimuler les preuves de l'implication du chauffeur, les deux hommes ont monté l'affaire en meurtre. Selon Palaaro, Assmann a déclaré sur son lit de mort: « Une chose cependant, je peux vous dire tout de suite, parce que c'est la plus ancienne et d'une certaine manière c'était un accident qui devait être dissimulé. Sinon, notre voyage aurait été révélé. Même si son ami était un bon conducteur, l'accident était inévitable. Je suppose que vous voyez ce que je veux dire. » Le dernier suspect dans cette affaire, Viktori Lemusisva. Viktori a passé de longues périodes dans un hôpital psychiatrique. Il est décédé en 1967, à la suite de quoi son affaire a été classée. L'homme que la police détenait généralement comme meurtrier était, à l'époque, un résident de 38 ans vivant dans un rayon de 1 à 2 km de la scène du meurtre. Dans les années 1940, il a été reconnu coupable d'une infraction sexuelle et il a été déterminé qu'il souffrait d'une maladie mentale. La police soupçonne qu'il a été aidé à dissimuler le crime par un beau-frère de 37 ans qui avait des antécédents criminels. Lui et son beau-frère connaissaient très bien le terrain local, car ils avaient un champ de travail commun situé à 50 mètres de l'endroit où Zahari a été retrouvé. La police a retrouvé dans le champ une pelle.
Malgré tout, sa mère et sa sœur lui ont donné un alibi pour le soir du meurtre, disant qu'il était au lit à 19 h, après avoir beaucoup bu. Lorsqu'il a été interrogé, ils ont dit que Sahari n'était plus en vie et que son corps ne serait jamais retrouvé. Par la suite, il a retiré sa déclaration, affirmant qu'il avait été mal compris. Lui et son beau-frère ont été interrogés à l'automne 1953. Peu de temps après cet incident, le beau-frère a déménagé à Östersunds central, puis en Suède. Il a de nouveau été interrogé alors qu'il était dans un hôpital psychiatrique pour y être soigné. Mais son médecin a interrompu l'entretien lorsque son comportement est devenu étrange et confus. Malgré tous ces suspects, et malgré une enquête approfondie, le meurtre de Sahari n'a jamais été résolu. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce genre d'histoire vous intéresse. Légendes, mystères, paranormal, disparitions dans d'autres pays. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.